militaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Les soldats nigérians dans la ligne des murs de leur hiérarchie, 54 d'entre eux viennent d'être condamnés à mort pour mutinerie par une cour martiale. Une diversion, estiment certains analystes. Africa numéro 1 de nouveau en grève au Gabon. Les agents de la radio panafricaine réclament des meilleures conditions de vie et de travail, nous dira notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzi. Enfin en Irak, les combattants kurdes Peshmerga brisent le siège du mont Sinjar imposé par le groupe État islamique. Par ailleurs, les raids de la coalition internationale auraient tué plusieurs dirigeants djihadistes dans le nord du pays. Voilà pour le sommaire. Vous le saviez peut-être au Nigeria, la peine de mort est légale, mais elle ne devrait être appliquée que pour les crimes les plus graves. Mais pour une mutinerie, cela va un peu plus loin, estiment certains analystes. 54 soldats nigériens qui avaient refusé de participer à une opération militaire contre les djihadistes de Boko Haram viennent donc d'être condamnés. Eux se défendent du manque de moyens pour combattre justement ces djihadistes surarmés dans le nord-est du pays. Les soldats nigérians dans la ligne de mire de leur hiérarchie. Pas question de se rebeller, à moins de risquer sa tête. C'est en tout cas le message envoyé cette semaine par une cour martiale du pays. 54 membres des forces spéciales accusés de mutinerie ont été condamnés à mort. Motif, ils auraient refusé de participer à une opération contre les islamistes de Boko Haram dans le nord-est du pays. Quand je regarde ce procès et sa sentence, j'y vois en fait une diversion par l'armée et le gouvernement pour donner l'impression que oui, on est vraiment en train de mener cette guerre contre Boko Haram. Mais des soldats sabotent notre travail. L'armée accuse ces hommes de mutinerie. Les soldats envoyés au front, eux, dénoncent le manque d'armes et d'équipements pour se battre contre Boko Haram. D'autant plus que les islamistes menés par Aboubakar Sheko possèdent blindés, lance-roquettes et autres armements lourds. Tandis qu'à l'armée nigériane, on murmure parfois qu'il manque même des balles de Kalachnikov. En septembre déjà, la justice avait condamné à la peine capitale 12 militaires qui avaient tiré sur leur commandement à Maiduguri. Au Nigeria, la peine de mort est légale, mais elle ne devrait être pratiquée que pour les crimes les plus graves, y compris peut-être les tueries de masse. Mais pour une mutinerie, je pense que cela va un peu trop loin et que les autorités devraient y réfléchir à nouveau. La sentence des 54 soldats doit encore être approuvée par le haut commandement de l'armée, mais rien n'indique qu'ils s'opposeront au verdict de la cour martiale. Depuis 2009, la rébellion de Boko Haram et sa répression par les forces nigérianes ont fait plus de 10 000 morts et 700 000 déplacés. Boko Haram, Al-Qaïda au Maghreb, islamique, terrorisme ou l'extrémisme religieux menace en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Comment les combattre? Le Mali, lui, a fait le choix de la formation de ses imams. Des imams maliens sont envoyés au Maroc pour étudier un islam savant et tolérant. Aujourd'hui, cours d'arabe classique. 105 étudiants, tous maliens. Dans ce centre de formation, à Rabat, ils apprennent sciences coraniques, vie du prophète, mais aussi astrologie ou encore communication. Le but de cette formation, c'est qu'ils soient capables d'exercer correctement leur fonction d'imam dans leur pays. Mais aussi qu'ils soient capables de former d'autres imams. Et enfin, qu'ils soient capables de reconnaître et de rejeter toute idée nuisible à l'islam. Former des imams savants, donc, pour contrer ces groupes guerriers qui, au Mali, justifient leurs pillages et leurs meurtres au nom de la religion. Je ne connais pas d'autres pays, mais chez nous, c'est une manière de lutter contre le terrorisme. Parce que nous, dans notre coutume, avec la parole, plus particulièrement les hommes de religion, s'ils parlent, tout le monde les écoute.
Pendant 2 ans, les étudiants maliens vivent en pension complète au centre de formation. Tout est pris en charge par le Maroc, un investissement total de 3 millions d'euros. Cet argent a permis d'équiper cette salle en ordinateur. Cet après-midi, justement, premier cours d'informatique. Et pour certains, c'est une découverte. C'est la première fois que vous voyez un ordinateur? C'est vrai. Ce qu'on essaie, c'est qu'on veut que l'imam laisse une bonne image sur l'Internet. Laisser une bonne image sur Internet et ramener, au Mali, un message clair. D'abord, de serrer nos rangs, d'être unis, d'être tolérants aussi et pacifiques. Cette nouvelle école religieuse, au Maroc, fait des envieux. Plusieurs pays veulent y envoyer leurs imams. Nigeria, Gabon, Tchétchénie ou Maldives en ont fait la demande. La France aussi, où l'Union des mosquées françaises compte envoyer 50 imams à Rabat dès janvier 2015. Autre titre de ce journal Africa numéro 1, de nouveau en grève. Les agents de la station panafricaine sont en arrêt de travail depuis près d'une semaine. Ils réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Africa numéro 1, autrefois fleuron de l'unité africaine, aujourd'hui plus que l'ombre d'elle-même. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzi. Africa numéro 1 a tant donné au Gabon et à notre continent. Rendez-lui son lustre d'antan. Patrick Ngemendong de l'aventure mystérieuse et ses collègues ici au Piquet ne demandent que ça. Redonner à Africa numéro 1 ses lettres de noblesse, un message fort parmi tant d'autres, diffusé en boucle par le tam-tam du continent dont l'écho est plombé par une mauvaise gouvernance. Ces messages viennent pour essayer de sensibiliser tous les esprits devant ce que Africa numéro 1 traverse comme crise actuellement. Entre Africa numéro 1 et plusieurs de ses agents, c'est visiblement un mariage d'amour et de raison. Et c'est bien la gorge serrée que ce trentenaire de la maison en parle. Nous vivons un peu ce que vit le médecin qui manque de bistouri ou qui manque de plateau technique aujourd'hui. C'est tout à fait normal que nous nous plaignions du fait que nous ne soyons pas en activité. La vétusté du matériel de travail et l'absence de commodité dans plusieurs pièces de la radio panafricaine font dire au président du syndicat que le personnel d'exploitation a touché le fond. Vous ne pouvez pas traiter une bonne information si vous n'avez pas Internet. Vous ne pouvez pas traiter une bonne information si vous n'avez pas de chaîne câblée. Voilà autant de choses. Le papier manque aussi en rédaction. L'encre pour imprimer ce que vous aurez écrit manque en rédaction. Le papier a été recyclé, tellement recyclé qu'on n'arrive même plus à recycler. Le passé d'Africa numéro 1 est élogieux en termes de prouesses réalisées dans la couverture de grands événements sur le continent. Son avenir en clair-obscur permet-il de rêver encore avec elle? Rêver par exemple d'une belle retransmission de la CAN 2015 par Africa numéro 1, comme elle seule en avait le secret. L'édition 2013 en Afrique du Sud avait été une première expérience douloureuse vécue par nous, journalistes reporters, et aussi par les auditeurs de la radio africaine. C'était la première fois depuis 1981 qu'Africa numéro 1 existe, qu'on ratait une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Symbole de l'unité des peuples d'Afrique, Africa numéro 1 a été de tous les rendez-vous ayant entraîné les grands bouleversements du continent. Elle ne mérite pas le sort qui lui est réservé aujourd'hui. La station est malade, peut-être à l'image du continent. Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a abrité du 16 au 17 décembre la réunion du comité d'orientation et de suivi de la recherche du projet de développement du coton équitable et bioéquitable en Afrique de l'Ouest et du Centre. La rencontre qui a réuni près de 35 participants a permis de faire le point sur l'état d'exécution des activités de recherche agricole lors de la campagne agricole 2014. Voici à ce sujet le reportage d'Albertine Dotsé sur les images de notre correspondant à Ouagadougou, Alpha Omar Doussa. Cette réunion a regroupé les représentants des plateformes concernées par ce projet, ainsi que les institutions chargées de la recherche cotonnière dans 4 pays africains, notamment le Mali, le Bénin, le Sénégal et le Burkina Faso. L'objectif était de faire l'état de l'exécution des recherches agricoles pour l'année 2014 en vue de planifier la campagne 2015.
Il s'agit de voir par rapport à cette production de coton biologique, quels sont les problèmes que nous avons, comment nous allons améliorer cette production. Parce que le coton biologique, comme vous le savez, on n'apporte pas de l'engrais chimique, tout est naturel. Et donc cette production demande beaucoup quand même de contribution physique et aussi de l'amélioration du rendement et aussi à ses exigences dans le cadre de sa certification. Après la réallocation du budget pour la période 2013-2015 et la tenue des 2 réunions du comité d'orientation et du suivi de la recherche agricole, il paraissait impérieux de lancer les activités de recherche au titre de l'année 2015 au bénéfice des producteurs de coton équitable et bioéquitable. Ce 3e comité d'orientation du suivi de la recherche est fondamental et c'est un lieu où il y a un échange fructueux qui se passe entre producteurs et chercheurs. Les recherches vont répondre à la problématique de terrain qui concerne les producteurs, les sociétés cotonnières et vont intégrer l'innovation venant d'autres programmes menés localement dans d'autres régions. Dans d'autres endroits, le coton conventionnel est commercialisé par les sociétés cotonnières. Donc vous comprenez bien que les producteurs aujourd'hui, avec ce système, leur permettent d'aller sur le marché international et pour pouvoir négocier des prix en leur faveur. Le comité d'orientation et de suivi de la recherche COSR est l'organe qui oriente la recherche dans le cadre spécifique du programme de développement du coton équitable en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est financé par l'Agence française de développement. Le bilan de recherche du projet de développement du coton équitable et bioéquitable en Afrique de l'Ouest et du Centre est jugé satisfaisant. C'est la conclusion issue de cette rencontre de 48 heures dans la capitale burkinabé sous le patronage de l'APROCA. Faisons le point avec Djibrila Maïga. Plusieurs actions ont été menées au Bénin et au Mali sur le plan structuration des filières et des producteurs par la mise en place d'une confédération des producteurs de coton biologique. On note également des actions telles que la promotion des achats publics pour les 2 types de production qui ont été développés et un nouveau modèle a été conçu en misant beaucoup sur son effet levier de la qualité de vente du coton équitable et bioéquitable courant 2014. Au vu de toutes ces actions, le comité de pilotage se doit de faire le bilan et voir les perspectives du projet. Le bilan est satisfaisant, malgré certaines difficultés. Pour cette dernière année du projet, nous allons pouvoir mettre un accent particulier sur la commercialisation, mais aussi en mettant aussi nos efforts sur la structuration des producteurs, de façon qu'à l'horizon, à très court terme, pour qu'on puisse avoir une certaine autonomisation des producteurs, des organisations des producteurs face à cette production. Les bilans sont satisfaisants parce que dans le cadre même de l'organisation de la commercialisation de ce coton biologique dans ces pays concernés, on voit qu'aujourd'hui il y a une amélioration. Dans les perspectives, on veut que vraiment le coton biologique ne puisse pas stocker dans les pays. Parce qu'en prenant le Mali, le Bénin et puis un peu le Sénégal, parfois nous avons des difficultés de commercialisation et nous le transformons en coton conventionnel pour vendre, pour commercialiser avec les partenaires. Cette réunion du comité de pilotage a permis d'identifier avec les acteurs du projet les principales difficultés rencontrées en 2014 et apporter des solutions, voire des orientations stratégiques et de créer toutes les conditions indispensables à la mise en œuvre efficiente du projet de développement du coton équitable et bioéquitable en Afrique de l'Ouest et du Centre pour l'année 2015 et qui constitue la dernière année de la vie du projet. Il convient de rappeler que la convention de financement du projet a été signée en octobre 2008 et couvre 5 pays dont le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal et le Cameroun. La page économie de ce journal, cérémonie de lancement du réseau Wari à Bamako, Mali. Ce nouveau réseau bancaire permet de développer et d'offrir des solutions facilitant les transactions financières et non financières sur le marché africain et à l'international. Avec ces produits, Wari propose des solutions de paiement électronique destinés au grand public, aux entreprises, aux institutions et aux établissements financiers sur l'ensemble de son réseau mondial. Écoutons quelques réactions au micro de nos reporters Abdoulaye Maïga et Daouda Doumbia.
Nous pouvons retenir de cette rencontre une présentation au public malien. C'est un lancement officiel d'une activité qui a démarré depuis 2012. C'était juste une présentation aux autorités, aux étatiques et à nos distributeurs, aux institutions financières, à tous nos partenaires de Wari. C'était le début d'une relation officielle qui est vraiment remise à niveau. Wari offre donc des services divers à tous les Africains. Donc nous permettons donc à nos clients de payer leurs factures, les factures d'eau, d'électricité, leurs factures de télévision. Par exemple, avec Canal Horizon, nous avons un accord groupe, donc à travers le continent où les gens peuvent payer à travers les agents Wari leurs factures donc de Canal. Et nous sommes en train de faire pareil avec DSTV. Donc j'ai dit eau, électricité, Canal. Les gens peuvent également acheter du crédit téléphonique donc, avec Wari. On parlera également dans ce journal de l'affiche de la finale de la Coupe du Monde des clubs qui se joue actuellement au Maroc, mais aussi de la victoire des Peshmerga kurdes contre les djihadistes de l'État islamique dans le nord de l'Irak. On va y revenir bien sûr, mais avant, voyons ce qui fait le reste de l'actualité en bref et en image avec Albertine Dotsi. Voilà, quelques problèmes techniques. Donc, on n'a pas cet élément à l'international. Donc, au nord de l'Irak, depuis quelques jours, le groupe État islamique perd du terrain face aux Peshmerga kurdes qui ont presque libéré 70% de la zone. Plusieurs dirigeants djihadistes auraient même été tués lors des raids de la coalition dans le nord du pays. De la fumée qui s'échappe de la ville de Sinjar au nord de l'Irak, la trace des combats qui ont fait rage ces 2 derniers jours entre les forces kurdes et l'organisation État islamique. Nous avons conclu une opération débutée mercredi dans la matinée. Elle est menée sous le contrôle du président kurde Massoud Barzani en personne. Elle vise à marcher de Zoumar en direction du mont Sinjar et libérer une vaste partie du Kurdistan. Dans l'offensive kurde appuyée par des frappes aériennes américaines, plusieurs chefs du groupe État islamique ont été tués. Le siège imposé par les djihadistes au mont Sinjar depuis une attaque dévastatrice en août dernier a été brisé. Il y a 2567 combattants peshmerga prêts à défendre leur pays contre les terroristes. Notre offensive sur Sinjar est comme toutes les autres et nous sommes en mesure de reprendre le contrôle de la région. Suite à l'offensive des combattants kurdes, une partie des djihadistes défaits au mont Sinjar s'est repliée vers leur fief plus au nord de l'Irak. Le groupe islamiste contrôle toujours la 2e plus grande ville du pays, Mossoul. Mais pour la reprendre, les combattants peshmerga manquent de moyens. Les autorités kurdes regrettent l'absence de collaboration du gouvernement irakien. Nous n'avons reçu aucun matériel d'artillerie lourde. Les Irakiens n'ont pas fourni les munitions nécessaires pour cette opération. Avec ce succès dans la région, les forces kurdes confirment qu'ils sont bien un acteur majeur de la lutte contre l'organisation État islamique. Voyons maintenant ce qui fait le reste de l'actualité en bref et en images, rassemblées et commentées pour vous par Albertine Dotsey. Les négociations de paix sur le Soudan du Sud ont repris ce jeudi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, après 1 mois et demi de pause durant lesquelles les parties en conflit ont pu consulter leur base au pays. Ces discussions s'annoncent compliquées. 11 pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel ont appelé à la mobilisation continentale et internationale pour stabiliser la Libye à l'occasion d'un sommet régional à Nouakchott. Selon le communiqué final, les participants ont adopté des mesures pour renforcer la sécurité aux frontières, en particulier la mise en place d'unités mixtes et de patrouilles conjointes. Les autorités de transition en République centrafricaine doivent hâter les préparatifs du forum de Bangui pour la réconciliation nationale, a déclaré ce jeudi le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le forum de Bangui, qui doit se tenir en janvier 2015, aura pour objectif de forger un consensus au niveau national dans le pays.
Au Togo, un groupe de manifestants qui tentaient de se rassembler devant le ministère du Commerce ce jeudi pour un sitting afin d'appuyer le mot d'ordre de boycott des produits pétroliers et de services téléphoniques lancé par des associations de défense des droits des consommateurs ont été sommés de quitter les lieux par des forces de l'ordre. Ces associations exigent une baisse sensible des prix des produits pétroliers suite à la chute du baril sur le marché international. Ils exigent également une diminution des tarifs de téléphone. En Guinée, un entrepôt de l'aéroport international de Conakry contenant des kits sanitaires et divers matériels destinés à la riposte contre l'épidémie d'Ebola a pris feu ce jeudi, a-t-on appris de sources sécuritaires. L'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée par les autorités compétentes. Cet entrepôt fait partie de la base logistique du programme alimentaire mondial où divers produits sont stockés avant d'être acheminés vers des sites de la capitale et dans des préfectures intérieures. Sport, football, Coupe du monde de club, on connaît désormais l'affiche de la finale de cette compétition qui se tient au Maroc en ce moment. Il opposera le Real Madrid d'Espagne à San Lorenzo d'Argentine ce samedi à Marrakech à 18h30, temps universel. Le match de classement pour la 3e place mettra aux prises le Mexique à la Nouvelle-Zélande le même jour. Voilà qui me fait en ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite du programme tout à l'heure à 20h30. À votre avis avec cette question, le fleuve Niger est-il en danger? À 21h30, Afrique Info, première partie. Et à 22h15, la suite de votre feuilleton Saloni. Passez donc d'excellents moments à notre compagnie. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.